Hello, bienvenue dans ce petit vlog. Comme vous l'avez vu, il pleut et j'ai eu envie de sélectionner quelques livres, dont un que je ne vous ai pas montré, parce que j'ai envie de poésie. Je suis actuellement en train de lire Crime et Châtiment. Ça n'est pas très poétique, j'ai trouvé, en tout cas dans la traduction que je lis. Et avec la pluie qui s'est mise à tomber, même si chez vous c'est bientôt l'été, on est début juin, on sent l'été arriver, le printemps se terminer, chez nous c'est la saison des pluies. Et on est en plein dans la saison des pluies. Et du coup, je voulais vous faire profiter d'un magnifique cadeau qui m'a été fait pour mon anniversaire, qui est une édition Diane de Cellier, qui est une maison d'édition que je tiens à saluer, d'ailleurs, parce qu'elle est française, et elle fait quelque chose que j'ai toujours rêvé d'avoir, c'est qu'elle crée des livres qui sont reliés à la peinture, ou en tout cas à l'art de son époque. C'est-à-dire qu'elle prend des grands classiques de la littérature, et elle va les illustrer avec des grands classiques de la peinture, de la miniature, beaucoup de pays différents. Il y a une énorme diversité dans le catalogue, et il y a différentes éditions. Il y a des éditions qui sont appelées la grande édition, donc celle-ci que je vous ai présentée juste avant fait partie de la grande édition, parce que ils viennent tout juste d'éditer le premier roman subsaharien africain dans leur collection. Mon copain s'est empressé de me l'offrir, ce que je trouve absolument adorable, et je voulais le feuilleter avec vous. J'ai été absolument bluffée par la qualité de l'ouvrage. Donc on a cette couverture en papier tissé d'un orange absolument flamboyant, avec ce dessin d'une espèce de démon, on dirait qu'il y a des cornes sur la couverture. Le papier à l'intérieur est extrêmement épais, très doux et très agréable au toucher, pour cette œuvre particulièrement qui est l'œuvre d'Amadou Hampâté-Bâ, qui est un grand écrivain d'Afrique de l'Ouest. Ils ont commandité un peintre qui s'appelle Omar Ba, qui a fait des peintures exprès pour cette édition, pour illustrer les contes de la tradition orale, retranscrits ici à l'écrit par Amadou Hampâté-Bâ en vers. Et pour une journée poétique, je me suis dit que ce serait plutôt pas mal, peut-être, de vous lire l'introduction et le premier petit poème, la première petite histoire. Et ce qui m'a vraiment surpris, c'est donc qu'en ouvrant ces pages qui ont été illustrées exprès pour Kaïdara, en fait, ça sent la peinture. Donc ça me donne l'impression qu'on vient vraiment de déposer la peinture sur les pages, qu'on lui a juste laissé le temps de sécher et qu'après elle s'offre à moi, donc c'est absolument fabuleux. Évidemment non, ce sont des reproductions. J'ai lu les premiers mots et j'ai trouvé ça très joli dans l'introduction déjà. Il est écrit par Souleymane Bachir Diagne. De manière générale, au-delà de l'art, il est important aujourd'hui de rappeler cette leçon que le patrimoine est partage, qu'il ne sert pas à l'exaltation des identités, mais à l'ouverture de celles-ci sur une humanité commune. Puis, par Souleymane Diamanka, le berceau de l'oralité, c'est avant tout ton écoute. Et cette dernière phrase, je la trouve très belle puisqu'après elle est suivie par deux petits paragraphes qui expliquent justement que la tradition orale, parce qu'elle demande une écoute plus que concentrée, une écoute de tout le corps, de tout l'esprit, est une culture très particulière mais qu'il est très compliqué en fait de conserver. Et c'est pour ça que le travail ici d'Amadou Hampâté-Bâ est très intéressant et très important. Aujourd'hui, on a aussi des enregistreurs, donc on pourrait les enregistrer, notamment parce qu'on sait qu'en fonction des publics, les histoires peuvent changer. Quand on s'adresse aux enfants, on va pas forcément raconter la même chose que lorsqu'on s'adresse aux femmes ou aux hommes, aux âgés ou aux plus jeunes. Il y a des histoires qui ne sont pas accessibles à tout le monde, c'est aussi ce qui fait sa beauté. Et malheureusement, bien souvent, ce sont des histoires, et je l'utilise malheureusement parce que dedans il y a mal, mais heureusement, ce sont des histoires qui sont dites en langue vernaculaire et du coup qui ne sont pas accessibles à tout le monde, et c'est un peu dommage. Mais ici, on nous présente donc les deux premiers vers, et l'un est en langue vernaculaire et l'autre a été traduit en français. Je ne sais pas quelle est cette langue d'ailleurs, mais je vais apprendre tout ça en lisant ce livre. Alors je ne compte pas le lire en entier aujourd'hui, je voulais juste partager cet instant de découverte avec vous, et on va lire du coup la première page. Kaïdara, récit initiatique Peul. Au mystérieux pays de Kaïdara. Conte conté à raconter. Seras-tu véridique ? Pour les bambins qui s'amusent au clair de lune, la nuit, mon conte est une histoire fantastique. Quand les nuits de la saison froide s'étirent et s'allongent, à l'heure tardive où les fileuses sont lasses, mon récit est un conte agréable à écouter. Pour les mentons velus et les talons rugueux, c'est une histoire véridique qui instruit. Ainsi je suis futile, utile, instructif. Déroule-la, qu'elle vienne.
Ce fut au mystérieux, au lointain pays de Caïdara, que nul homme ne peut situer exactement, pour nous révéler quand et où l'histoire advint. C'était peu d'années après que les montagnes furent durcies, alors que les génies finissaient de creuser les rivières, Amadi, indécis, marcha, sur un grand carrefour, s'arrêta, à l'heure où la douce lueur d'or éclairait l'horizon. Pareil à l'auréole illuminant le roi borgne, quand il se lève avec l'aurore et se couche avec la nuit. Les yeux troublés, Amadi, dans cette beauté fut perdu, et, Amtudo, débouchant par l'une des 3 routes qui menaient au carrefour, il ne le distingua point. Il n'entendit même pas le martèlement de ses pas. De même, Amtudo fut séduit par la splendeur de l'aurore. Aux nuages innombrables mêlés de féerie et semblables aux serviteurs de la maison royale, parés pour assister au lever du grand monarque. Les yeux de Amtudo en furent saisis et ravis, ses oreilles furent captivées, cette beauté l'ensorcelait. Il ne put voir l'homme qui marchait devant lui. Un peu plus tard, Dembourou s'arrêta à la croisée des chemins. Il fixa les 2 hommes qui l'avaient précédé, arrivés sur la place sans même s'entrevoir, et si fascinés qu'ils n'en revenaient pas. « Ô fils de ma propre mère, s'écria Amtudo, inclinez-vous bien bas, car la grande servante du roi borgne va soulever les voiles de fumée qui empêchaient vos yeux de voir se lever le roi aux milliers de bras luminescents. » L'enchantement les quitta, ils revinrent à eux-mêmes. Les 2 hommes se retournèrent pour voir qui leur parlait. Au commencement, le pacte. C'est très beau. Bon, je vais m'arrêter parce que sinon je vais tout vous lire et ça n'est pas l'idée ici. J'aimerais vous parler des autres ouvrages que j'ai choisi de toucher un petit peu aujourd'hui. Pour continuer dans les vers, j'ai envie de vous parler de Racine d'Andromaque. Donc cette pièce de théâtre que j'ai étudiée quand j'étais en prépa, qui a un peu souffert parce que je l'ai vraiment trimballée partout avec moi et dans laquelle j'ai énormément écrit, m'a beaucoup marqué parce que c'est ce qui m'a fait relire du théâtre à l'âge adulte et qui m'a donné envie et va encore, je pense, me donner envie de lire encore plus de théâtre classique. Et j'avais envie de poésie, donc ça tombe très bien, ça s'enchaîne très bien avec Caïdara. Je vais lire Andromaque. Et j'adore ce texte. Et la pluie retombe. Oui. Je veux vous lire un extrait de l'acte premier, scène première, sur la 2e page, parce que ce texte est tellement bon que rien que de le lire, je me replonge dans l'histoire et je pense que je vais le dévorer. Hélas, qui peut savoir le destin qui m'amène ? L'amour me fait ici chercher une inhumaine. Mais qui sait ce qu'il doit ordonner de mon sort, et si je viens chercher, ou la vie, ou la mort ? Pylade. Quoi ? Votre âme à l'amour en esclave asservie se repose sur lui du soin de votre vie ? Par quel charme, oubliant tant de tourments soufferts, pouvez-vous consentir à rentrer dans ces fers ? Pensez-vous qu'Hermione, à Sparte inexorable, vous prépare en Épire un sort plus favorable ? Honteux d'avoir poussé tant de vœux superflus, vous l'arboriez, enfin, vous ne m'en parliez plus. Vous me trompiez, Seigneur. Je me trompais moi-même. Ami, n'accable point un malheureux qui t'aime. T'ai-je jamais caché mon cœur et mes désirs ? Je vis naître ma flamme et mes premiers soupirs. Enfin, quand Ménélas disposa de sa fille en faveur de Pyrrhus, vengeur de sa famille, tu vis mon désespoir et tu m'as vu depuis traîner de mer en mer ma chaîne et mes ennuis. Je te vis à regret en cet état funeste, prêt à suivre partout le déplorable Oreste. Toujours de ma fureur interrompre le cours et de moi-même enfin me sauver tous les jours. Mais quand je me souvins que parmi tant d'alarmes, Hermione à Pyrrhus prodiguait tous ses charmes, tu sais de quel courroux mon cœur alors est pris, voulut en l'oubliant punir tous ses mépris. Je fis croire et je crus ma victoire certaine, je pris tous mes transports pour des transports de haine, détestant ses rigueurs, rabaissant ses attraits, je défiais ses yeux de me troubler jamais. Voilà comme je crus étouffer ma tendresse. En ce calme trompeur, j'arrivais dans la Grèce, et je trouvais d'abord ces princes rassemblés, qu'un péril assez grand semblait avoir troublés. J'y courus.
Je pensais que la guerre et la gloire, de soins plus importants rempliraient ma mémoire, que mes sens reprenant leur première vigueur, l'amour achèverait de sortir de mon cœur. Mais admire avec moi le sort dont la poursuite me fait courir alors au piège que j'évite. J'entends de tous côtés qu'on menace Pyrrhus, toute la Grèce éclate en murmures confus, on se plaint qu'oubliant mon sang et sa promesse, il élève en sa cour l'ennemi de la Grèce. Astyanax, d'Hector jeune et malheureux fils, reste de tant de rois sous Troie enseveli. J'apprends que pour ravir son enfance au supplice, Andromaque trompa l'ingénieux Ulysse, tandis qu'un autre enfant, arraché de ses bras, sous le nom de son fils, fut conduit au trépas. On dit que peu sensible au charme d'Hermione, mon rival porte ailleurs son cœur et sa couronne. Ménélas, sans le croire, en paraît affligé, et se plaint d'un hymen si longtemps négligé. Parmi les déplaisirs où son âme se noie, il s'élève en la mienne une secrète joie. Je triomphe, et pourtant je me flatte d'abord que la seule vengeance excite ce transport. Mais l'ingrate en mon cœur reprit bientôt sa place. De mes feux mal éteints, je reconnus la trace. Je sentis que ma haine allait finir son cours, ou plutôt je sentis que je l'aimais toujours. Ainsi de tous les Grecs, je brigue le suffrage. On m'envoie à Pyrrhus, j'entreprends ce voyage. Je viens voir si l'on peut arracher de ses bras cet enfant dont la vie alarme tant d'états. Heureux si je pouvais, dans l'ardeur qui me presse, au lieu d'Astyanax, lui ravir ma princesse. Car enfin, n'attends pas que mes feux redoublés de périls les plus grands puissent être troublés. Puisqu'après tant d'efforts ma résistance est vaine, je me livre en aveugle au destin qui m'entraîne. J'aime, je viens chercher Hermione en ces lieux, la fléchir, l'enlever ou mourir à ses yeux. Toi qui connais Pyrrhus, que penses-tu qu'il fasse? Dans sa cour, dans son cœur, dis-moi ce qui se passe. Mon Hermione encore le tient-elle asservi? Me rendra-t-il, Pylade, un bien qu'il m'a ravi? J'ai fini de relire Andromaque et c'est vraiment un délice. Pour moi, le 4e acte est l'acte le plus incroyable. C'est là où tout culmine, où toutes les passions se déchaînent. Et du coup, j'ai envie de vous en lire quelques extraits. Hermione va commencer dans l'acte 4 à manipuler totalement Oreste pour qu'il fasse exactement ce qu'elle a envie de faire. On n'est pas vraiment sûr qu'elle a envie de le faire, mais c'est ce que sa passion lui dit de faire aujourd'hui. Et elle lui dit, s'il ne meurt aujourd'hui, je puis l'aimer demain. Donc il faut l'assassiner absolument immédiatement. Et si toi, Oreste, tu t'y refuses, elle dit qu'elle ira elle-même tuer Pyrrhus, d'une façon bien plus poétique que ce que je suis en train de vous dire là. Elle dit « Je percerai le cœur que je n'ai pu toucher, et mes sanglantes mains, sur moi-même tournées, aussitôt malgré lui, joindront nos destinées. Et tout ingrat qu'il est, il me sera plus doux de mourir avec lui que de vivre avec vous. » Et là, c'est d'une horreur pour Oreste d'entendre des choses pareilles, qui est totalement amoureux d'elle et qui lui sacrifie tout jusqu'à ses valeurs. Et je trouve que, donc après ça, Hermione va quand même essayer de rattraper Pyrrhus et de lui faire comprendre qu'elle l'aime et qu'il a encore une chance de se rattraper et de ne pas lui faire cet affront que d'aller épouser Andromaque qui n'est pas de leur peuple. Et lui la repousse avec une ardeur d'une violence indicible, et il repousse la faute sur elle en lui disant « Mes remords vous faisaient une injure mortelle, il faut se croire aimé pour se croire infidèle. Vous ne prétendiez point m'arrêter dans vos fers, j'ai craint de vous trahir, peut-être je vous sers. Nos cœurs n'étaient point faits dépendant l'un de l'autre, je suivais mon devoir et vous cédiez au vôtre. Rien ne vous engageait à m'aimer en effet. Et elle lui dit cette phrase qui est absolument incroyable et connue, normalement vous l'avez déjà entendue. Donc elle commence par lui dire « Je ne t'ai point aimé cruel, qu'ai-je donc fait ?» Elle continue. Et donc ce vers absolument incroyable « Je t'aimais inconstant, qu'aurais-je fait fidèle ?» C'est tellement beau, c'est du miel. C'est du miel pour les oreilles. Et en fait, c'est terrible parce que c'est des histoires de désamour, mais à la fois qui sont dites de façon tellement belle et dans
dans un décor absolument fabuleux et horrible à la fois, ce qui rend toute l'action encore plus cruelle, je trouve, encore plus difficile. Mais du coup, j'ai pris une nouvelle résolution et je vais lire tout Racine. Voilà, donc j'ai tout ajouté à ma liste de lecture parce que là vraiment, c'est juste absolument incroyable. Et du coup, je pense que j'ai envie de continuer avec une histoire d'amour et que je vais aller lire Lettre à D d'André Gorz, que j'ai vu sur la Booksphère, la Booktube-sphère, l'Instagram Bookstagram-sphère. Je sais plus trop. Ça avait l'air d'être de très jolies histoires d'amour. C'est un tout petit livre. Et là, j'ai envie de ça. J'ai envie d'un moment cosy, plein de tendresse. Donc, je vais lire ce petit bouquin. Quelle jolie histoire d'amour. C'est le genre de livre que je referme et je me pose comme ça. Et je regarde dans le vide pendant plusieurs minutes. C'est extrêmement touchant. En fait, j'ai pleuré dès l'introduction parce qu'il a ce très beau paragraphe d'ouverture. Tu vas avoir 82 ans, tu as rapetissé de 6 cm, tu ne pèses que 45 kilos et tu es toujours belle, gracieuse et désirable. Cela fait 58 ans que nous vivons ensemble et je t'aime plus que jamais. Je porte de nouveau, au creux de ma poitrine, un vide dévorant que seul comble la chaleur de ton corps contre le mien. Au-delà de déclarer son amour à Dorine, donc son épouse, il retrace toute sa carrière et notamment il retrace l'écriture de son livre Le Traître, que je ne connais pas du tout, dans lequel il peint un portrait de sa femme qu'il trouve absolument détestable et très éloigné de la réalité. Et il essaye de faire sens de cet écrit. Pourquoi est-ce qu'il l'a dépeinte ainsi? Pourquoi est-ce qu'il lui a prêté certaines caractéristiques qui ne sont pas les siennes? Et en fait, je trouve ça très humble de sa part de vouloir se repentir quelque part, alors qu'ils sont déjà très âgés, hein, ils ont plus de 80 ans, ça fait 58 ans qu'ils sont ensemble, elle ne lui a jamais rien reproché, elle l'a toujours poussé à écrire. Et en fait, je me souviens d'où est-ce que ce livre m'a été recommandé. C'est quand j'ai lu Réinventer l'amour de Mona Chollet, qui est un essai que j'ai trouvé absolument pertinent et avec lequel j'étais quand même très en accord sur le point de vue féminisme du couple, que je trouve beaucoup plus tempéré que dans certains discours du couple hétérosexuel, j'entends. Et je trouve que la façon dont il décrit sa femme, la précision de ce qu'il aime chez elle, comme tu avais une confiance inébranlable en la justesse de tes jugements, on sent la tension en fait lorsqu'il a attendu pour l'embrasser pour la première fois, où il va simplement écrire « Je t'ai enfin embrassé », mais il aurait pu écrire « Je t'ai embrassé, nous nous sommes embrassés ». Et en fait, non, c'est le « enfin » qui apporte toute la puissance de cette attente et de l'assurance qu'il avait dans le choix qu'il faisait à ce moment-là quand il a décidé de flirter avec elle et d'aller à un rendez-vous. Ce que j'ai trouvé très beau aussi, c'est que lui, donc c'est un Autrichien juif qui, pendant la Seconde Guerre mondiale, bien sûr, a été très affecté par tout ce qui s'est passé et a subi de la de l'antisémitisme. Et je pense que elle est beaucoup plus riche que lui, et en fait, du coup, c'est aussi l'histoire d'un transfuge de classe qui me parle particulièrement. Et il lui dit, pendant tout le livre, en fait, il lui dit « Tu me fais accéder à un autre monde », parce que, en plus d'être un transfuge de classe et d'être un écrivain, donc quelqu'un qui est très renfermé sur lui-même, par sa personnalité, par les gens qu'elle le pousse à rencontrer, par la façon dont elle le supporte en fait au quotidien, elle lui permet d'accéder à ce qu'il est vraiment, alors que lui n'a jamais réussi à trouver sa place dans la société. Ce que je trouve extrêmement touchant et plutôt bien raconté dans ce livre. Et ça m'a redonné envie du coup de lire Le Rouge et le Noir de Stendhal, qu'il faut absolument que je lise parce que c'est aussi sur les thèmes des transfuges de classe. Mais il y a beaucoup de formules qui sont juste adorables. Il lui dit par exemple à un moment: nous avions un monde en commun dont nous percevions des aspects différents. Nous étions riches de ces différences. Et je pense que c'est vrai pour à peu près tous les couples, parce qu'en fait, même quand on vient de la même catégorie sociale, qu'on est né dans la même époque, qu'on a grandi dans les mêmes conditions, en fait, on a chacun un monde intérieur et que la beauté du couple, c'est de réussir à apporter au couple ces différents mondes qui nous composent et de réussir à en créer un nouveau ensemble. Et je nous souhaite à tous que ça dure aussi longtemps que tous les deux et que ça se passe dans de si belles conditions que celles qui ont été les leurs. Donc voilà, un moment très tendre, je recommande. Voilà, si vous voulez un petit peu de baume au cœur,
Il n'est pas parfait, mais c'est beau de le reconnaître et de déclarer son amour à sa femme. Pour des hommes de 80 ans, d'une certaine époque, c'est pas forcément évident. Et c'est pas encore évident aujourd'hui, donc bravo pour ça. J'ai le cœur tout mou. Aujourd'hui, j'aimerais juste lire peut-être un essai de Bell Hooks. Choisissons lequel. J'ai envie de rester dans l'amour. Lorsque j'étais enfant, il était clair pour moi que la vie ne valait pas la peine d'être vécue sans amour. J'aimerais pouvoir raconter que j'ai pris conscience de ce fait grâce à l'amour que j'ai éprouvé dans ma vie, mais c'est le manque d'amour qui m'en a fait comprendre toute l'importance. J'étais la première fille de mon père. À ma naissance, on a pris soin de moi, on m'a chérie tendrement et fait sentir que ma présence était désirée sur cette terre et dans ma maison. Aujourd'hui encore, je ne me souviens pas quand ce sentiment d'être aimée m'a quittée. Je sais seulement qu'un jour, je ne fus plus précieuse. Ceux et celles qui m'avaient aimée au début se sont détournés de moi. L'absence de reconnaissance et de considération a alors transpercé mon cœur, qui fut si profondément brisé que j'en suis restée stupéfaite. Le chagrin et la tristesse m'ont envahi. Je ne sais pas ce que j'avais fait de mal, et rien de ce que j'ai pu tenter n'a arrangé les choses. Aucun autre lien n'a soulagé la douleur de cet abandon originel, de cette première exclusion du paradis qu'est l'amour. Pendant des années, j'ai vécu ma vie en suspens, piégée dans le passé, incapable d'aller de l'avant. Comme tout enfant blessé, je ne songeais qu'à remonter le temps pour retourner dans ce paradis, à cette époque dont il me reste un souvenir ravissant, où je me sentais aimée, où j'avais le sentiment d'être à ma place. Introduction très intéressante de Bell Hooks. Elle écrit « Il est effarant de constater que la culture de notre pays nous offre si peu d'occasions de comprendre ce que signifie l'amour et de savoir comment le réaliser en paroles et en actes, alors même qu'elle est animée comme aucune autre au monde par la quête de l'amour. Tout le monde part du principe que nous saurions aimer instinctivement, malgré les preuves accablantes du contraire. On admet toujours que la famille est la première école de l'amour. Ceux et celles d'entre nous qui n'apprennent pas à aimer en famille sont censés faire l'expérience de l'amour dans les relations amoureuses. Cependant, cet amour nous échappe souvent, et nous passons notre vie à réparer les dommages causés par la cruauté, la négligence et toutes sortes d'expériences du manque d'amour faites dans le cadre de notre famille d'origine ou dans le cadre de relations que nous ne savions tout simplement pas comment nous y prendre. Pertinente, la dame. Pendant que la nuit tombait, j'ai donc lu les 2 chapitres d'À propos d'amour de Bell Hooks, qui donnent pas mal à réfléchir, et je suis contente d'avoir découvert ce livre. Donc merci Nikita, c'est vraiment une très belle recommandation. J'ai commencé par l'introduction où elle nous décrit l'influence que les médias ont sur l'amour et sur notre perception de l'amour, et en fait on va très vite rentrer dans le sujet principal de son premier essai, qui est une définition de l'amour, car pour elle, les définitions qu'on a aujourd'hui ne sont pas inexistantes, mais juste trop floues pour qu'on puisse vraiment en faire quelque chose.
Elle nous en propose donc deux que je trouve assez pertinentes. La première est une liste des ingrédients nécessaires pour former un couple sain. Pour aimer vraiment, nous devons apprendre à mélanger plusieurs ingrédients. Soin, affection, reconnaissance, respect, engagement et confiance, ainsi qu'une communication honnête et ouverte. Et elle va ensuite conclure son chapitre avec l'exigence de l'acte plutôt que de la parole. Commencez par penser l'amour toujours comme une action plutôt que comme un sentiment. C'est une manière de faire en sorte que toute personne utilisant le mot assume automatiquement sa responsabilité et rende des comptes. Et ça, je trouve que c'est une très belle introduction au fait que le couple demande du travail. Donc oui, on peut avoir un sentiment premier qui nous mène à tomber amoureux, on va se reconnaître dans la personne, on va le trouver attirant sexuellement, physiquement, et forcément ça va émouvoir quelque chose chez nous. Mais il y a aussi des liens qui vont être peut-être plus psychologiques, ça va dépendre des gens et des couples. Dans l'autre chapitre que j'ai décidé de lire, qui est celui sur la romance, un 12 amours, le chapitre 10, là, elle va vraiment parler du fait qu'effectivement, il y a des gens qui vont se connecter, donc elle croit à cette espèce de coup de foudre qui existe, comme si on reconnaissait quelque chose chez la personne en face, mais que pour faire durer ce couple et pour avoir accès au véritable amour, ce qu'elle appelle le véritable amour, en fait, ça demande du travail. Et elle casse un peu ce stéréotype selon lequel tomber amoureux, c'est aussi accepter la personne exactement comme elle est. Et ça, j'ai trouvé ça très intéressant parce qu'en fait, contrairement à ce qu'on pourrait penser d'après elle et au fait que quand on tombe amoureux de quelqu'un, on l'accepte comme il est et on n'attend pas à ce qu'il change, finalement, pour elle, c'est un peu hypocrite de dire ça parce que si on est vraiment dans de l'amour où on a tous ces ingrédients, on est censé avoir le cœur ouvert au changement. Et en ayant des conversations sincères, en faisant preuve de respect, en écoutant l'autre et en essayant de comprendre sincèrement qui il est, on est censé être capable de changer au contact de cette personne. Et c'est pas tellement être capable, c'est juste que ça va se faire de façon un peu organique puisque on va avoir des conversations sur des sujets de société, sur des livres qu'on a lus, des choses qu'on a vécues, et on va avoir, par cette communication sincère et respectueuse, l'avis de la personne, ou en tout cas un retour sur ces expériences qu'on partage, et vice-versa. Et ce retour va forcément nous pousser à réfléchir. Donc en fait, faire le pari du couple, faire le pari de l'amour véritable, c'est aussi faire le pari de s'autoriser à changer et d'accueillir l'autre dans ce changement. Que ça allait très bien avec Lettre à D d'André Gorz, où en fait il explique à quel point sa femme lui avait permis de s'ouvrir à un certain monde et d'évoluer lui-même vers une nouvelle version de lui-même, ou d'être peut-être plus fidèle à ce qu'il était par cet amour qu'il a vécu avec elle. Dans l'amour véritable, on accepte un individu tel qu'il est maintenant, sans réserve, avec un engagement sincère et inébranlable à l'aider à atteindre ses objectifs d'épanouissement personnel qu'on arrive peut-être mieux à déterminer que lui. Lorsque l'on partage dans l'amour véritable, on s'engage à être changé, à subir l'influence de l'être aimé de manière à pouvoir se réaliser plus pleinement. Cet engagement à changer est un choix. L'amour véritable est inconditionnel, mais pour s'épanouir véritablement, il exige qu'on s'engage dans une lutte constructive de tous les instants pour changer. La volonté de réfléchir à ses actes, de partager et de communiquer ses réflexions à l'être aimé. Voilà ce qui pour elle va solidifier un couple. Et elle finit avec cette phrase que je trouve absolument géniale. L'amour véritable est une révolution personnelle. C'est très beau, c'est très pertinent, c'est très fort et j'ai beaucoup aimé. Un peu plus réfléchi aussi à Lettre à D d'André Gorz et j'ai trouvé vraiment, encore une fois, que c'était très touchant. Ça me donne envie d'en lire un peu plus de lui, mais en fait je crois que c'est surtout un auteur politisé, socialiste, qui a écrit beaucoup de choses sur la politique. C'était un journaliste, et quand on lit les titres, ça n'a rien à voir avec l'amour, ce qui est un peu dommage parce que, et il le dit d'ailleurs dans son œuvre, il ne l'a jamais pris en considération dans ses réflexions. Ouais, c'est dommage, ça m'aurait beaucoup intéressé. Mais on peut pas tout écrire. En tout cas, j'ai une lecture vraiment très délicate. Et on va s'arrêter ici pour cette petite bulle enchanteresse d'amour et de douceur, de poésie. C'était un plaisir de passer ces quelques heures avec vous. J'espère que vous aurez passé un bon moment. Je sais pas trop ce que cette vidéo va donner, mais
Si vous aimez le concept, n'hésitez pas à me le dire. Partagez-moi aussi des textes qui pour vous sont des lectures un peu câlins, qui vous réchauffent le cœur, et puis on en parle dans les commentaires. Je vous laisse et je vous dis à la semaine prochaine. Bye bye!